Ce qui s'est passé en réalité, et là je veux dire que les gens comprennent ça aujourd'hui, c'est que nous traversons aujourd'hui comme pays, c'est quelque chose qui a été concocté depuis des années et des années et des années au Rwanda. C'est quelque chose qui a été monté depuis très longtemps. Vous avez vu, moi j'ai suivi récemment des documentaires assez fouillés où le président Habyarimana, lors des accords d'Arusha, il dit je suis bien d'accord à négocier avec la paire, mais il n'y a pas moyen que les Tutsis qui ont fui lorsque Habyarimana prend les pouvoirs dans les années 70 reviennent, parce qu'on n'a pas d'espace. C'est comme ça qu'il bloquait constamment les retours d'exilés Tutsis chez lui. Il a le cas Kagame. Les cas Habyarimana. Non, en fait, ceux qui ont fui le pays. Exactement, ceux qui ont fui le pays, et voilà, les camps Kagame. Il n'y avait pas moyen qu'ils restent. Ils sont en Ouganda. Ils sont en Ouganda, ils sont ailleurs. En Ouganda, en Tanzanie, même en Europe. Ils étaient nombreux. Exactement. Et ils sont toujours restés parce que là-bas, il n'y a que 2 tribus. En fait, 3, mais généralement, c'est 2. Vous avez les Hutus, vous avez les Tutsis, vous avez les Touaregs. Ce sont des pygmées ici. Voilà, il faut les appeler ainsi. Et donc, ils sont toujours des blocs homogènes, où les gens se protègent entre eux, où ils ont des réunions, ils ont des groupes, où ils peuvent facilement se réunir. Et donc, c'est dans ces conditions-là que le président Habyarimana a péri en réalité. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, la densité par kilomètre carré au Rwanda est aux alentours des 200 et quelques. Pour un petit pays de 26 000 km, il n'y a pas moyen. La démographie a explosé après ça. Et aujourd'hui, ou depuis des années, ils ont toujours su qu'à un moment donné, ils feront face à des sérieuses difficultés d'espace. Maintenant, regardez, ils ne peuvent pas aller vers l'Ouganda, qui était leurs parents. Parce que les gens ne savent pas, c'est que le président Kagame fit les chefs de service de renseignement de Museveni. Ils ne peuvent pas aller vers le Kenya, parce que les gens oublient aussi que le Kenya a soutenu l'Ouganda pour renverser Idi Amin Dada. Donc, ils ne pouvaient pas attaquer là-bas. Vous voyez, le Burundi, c'est un petit pays où il n'y a pas d'espace non plus. Et ils avaient l'intention de régner au Burundi aussi. Vous voyez, c'est pourquoi on a tué l'ancien président burundais à Soto Nadaye. Vous voyez, et donc, l'unique endroit où ils pouvaient trouver de l'espace, j'aimerais dire assez facilement, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais vous donner comme preuve. Lorsqu'on parlait de l'accord de l'Émirat, même si cet accord n'a jamais été réellement identifié et montré, mais parmi les choses qui revenaient souvent, on disait le président Kabila aurait accepté de céder à peu près une partie des 300 km de l'Est de la République. Même si ce n'est pas vrai. Mais le fait que cela soit revenu, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un problème de terre. La preuve, lorsqu'il leur dit de rentrer, le lendemain, ils retournent sous une autre forme. Parce qu'ils disent que les contrats n'ont pas été respectés. Ils parlaient de quel contrat? Ils parlaient des notaires. Et donc, la véritable motivation, quand les gens disent les multinationales, les pillages des ressources et tout le reste, dans une certaine mesure, c'était vrai. Parce que quand Kagame arrive au pouvoir chez lui, le pays est à l'amour, il n'y a rien. Il a besoin d'appui pour rebâtir son pays. Maintenant, il a bâti son pays. L'Ouganda aussi s'est servi. Je veux dire, tous les pays de l'Est se sont servis. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y avait moyen, 20 ans après, de pouvoir régulariser d'une manière bilatérale afin que ces richesses puissent bénéficier des parts et d'autres. C'est ce que le président de la République a essayé de faire lorsqu'il a été intronisé comme président de la République. Il a permis à ceux qui viennent, les Rwanda Air viennent, ils ont construit des raffineries et tout le reste pour permettre à ce que ces gens puissent accéder à nos minéraux d'une manière assez à peu près potable. Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce que ce n'est pas ce qui les motive le plus. Ce qui motive le plus, Kagame, il n'y a pas que lui pour tous les Rwandais, je veux que les gens le sachent aujourd'hui, c'est les terres. Ils voudront, ils veulent, ils doivent vouloir nos terres. Parce qu'ils n'en ont pas. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Donc, à n'importe quel prix. Mais il a dit, lorsqu'il a tenu récemment son discours sur France 24, il a dit, nous sommes prêts à aller en guerre ouverte contre la RDC pour que nous atteignions nos objectifs. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est avoir des terres. Et quelles sont les conséquences maintenant? Les conséquences de cette infiltration? La première, c'est avant tout la mort des Congolais. Les Rwandais, chaque 4 avril, il y a les Ikwabuka qui célèbrent pendant un mois. Les pays s'arrêtent. C'est que les gens ne disent pas. Aujourd'hui, j'ai attendu la fois passée, lorsqu'on parlait des maîtres Azarias, il a dit qu'il porterait les gens en justice. Mais les gens qu'on a assassinés à l'église à Makobola, on n'a jamais jugé. Ils sont d'où? Au Rwanda. Au Makobola, c'était aussi Kivu. L'armée rwandaise, le RCD, qui est entrée dans une église le matin, ils ont assassiné les prêtres, les gens qui priaient. Et c'est pas si on en parle aujourd'hui. Ce sont des faits réels. Mais documentés. Là-bas, il y a 800 000. Nous sommes plus de 12 millions. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts?
Et nous continuons à mourir. Pas parce qu'il y a 34 finalistes, des gens qui ont étudié pendant plus de 12 ans, ou 18 ans, qui doivent aller pour finir, et ils meurent comme ça. C'est ça, c'est la première conséquence. Le fait que l'homme congolais, il a perdu sa valeur en tant qu'humain. Il a minimisé Voilà. sa valeur. Oui. Deuxièmement, nous sommes en instance, il faut le dire et le dire tôt ici, nous sommes en instance de perdre une partie de nos territoires si nous continuons ainsi. Parce que c'est parmi des objectifs du président rwandais. Disons les premiers objectifs du président rwandais. Nous sommes en instance de perdre une partie de nos territoires. Parce que déjà, ils avaient commencé par déplacer les bornes. On n'en a pas trop parlé, mais ils ont déplacé des bornes dans ces villages, ils ont même chassé certains villageois. Aujourd'hui, ils continuent à occuper des pans de nos territoires. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils cherchent après? Négocier. Négocier pourquoi? Pour garder certaines zones. Ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième, c'est la misère quand même. Depuis 20 ans, vous voyez bien que les niveaux de vie chez nous, c'est totalement dégradé. Totalement dégradé. Combien d'enfants sont restés orphelins? Combien de jeunes filles sont restées veuves? Combien de familles n'ont plus de repères? Ils ont perdu leur terrain. N'oubliez pas aussi que ces militaires rwandais et autres en entrant, ils ont violé beaucoup de Congolaises. Beaucoup. Et ce qui a fait, par exemple, la Fondation Pense qu'ils font aujourd'hui, ils travaillent, c'est vrai, sur les violences faites à la femme, mais ils ne vous disent pas l'homme des cas de VIH que les femmes congolaises ont, oui, qui ont été contaminées de ces viols-là. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais moi, je sais comment ça fonctionne. Vous venez, bien évidemment, de brosser un tableau tellement sombre sur la question sécuritaire dans cette partie. Vous avez parlé de vous-même, vous venez de parler aussi, venez de revenir sur les causes. Vous dites que le problème du Congo avec le Rwanda, c'est sur les terres. C'est les sols et les sous-sols. Exactement. De la République démocratique du Congo, bien que d'aucuns estiment que c'est les sous-sols qui intéressent M. Kagame. Maintenant, quelles sont les solutions? Quelles doivent être les solutions palpables, véritablement palpables? Parce que quelquefois, on a toujours vu l'homme politique tâtonner dans la manière de faire. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que les autres, bien évidemment, vous l'avez dit, ils ont toujours tendance de critiquer, ça a donné, depuis c'est des solutions, ça a donné des solutions. Selon vous, que devra être des solutions pour sortir de cette impasse? Nos solutions ne plairont pas aux voisins et ne plairont pas à la communauté internationale. J'aimerais souligner cela. J'ai suivi récemment le président angolais Joao Lorenzo qui disait que la guerre à l'est de la République du Congo n'a pas de solution militaire. Il n'y a que de solution politique. Ce qu'il voulait dire, j'aimerais le dire, quand il dit qu'il y a une solution politique, ce qu'il veut dire, c'est que les Congos ou les Congolais doivent accepter de céder une partie de leurs terres aux Rwandais, principalement, dans certaines mesures aux Ougandais, afin de retrouver la paix. Alors, merci Dr Baba pour votre contribution à thème du dé dans ce débat, dans cet entretien dans lequel, bien évidemment, nous avons réussi aussi un séjour tellement spécial pour tous les Congolais, bien précisément pour tous les patriotes, pour ceux qui ont encore l'amour pour la patrie, ceux qui ont l'amour pour ces pays. Merci pour votre contribution et surtout pour les idées que vous avez apportées. Je voudrais en tout cas que vous puissiez réitérer vos quelques solutions pour sortir notamment de ces gouffres. Vous veniez de revenir notamment sur l'accélération, la mobilisation nationale. Narola, les jeunes gens, c'est des forces armées de la République démocratique du Congo, avec une subvention plus ou moins respectable, aussi honorable, aussi endéa une période. Vous êtes revenu sur beaucoup d'autres aspects, je voudrais que vous puissiez le réitérer, et je crois que cela fera votre conclusion. Alors je vous remercie aussi pour le temps que nous avons, l'échange nous avons eu. C'était un échange fructueux et je crois que ça va vraiment nous permettre de voir les choses sous un autre aspect. Donc je disais, premièrement, on décrète une mobilisation générale. Ça s'est fait ailleurs dans d'autres pays. Ça s'est fait en Israël, ça s'est fait en Russie, ça s'est fait aussi en Ukraine. Voilà. En Russie, ils sont partis plus loin. Parce qu'ils sont partis même dans les prisons pour prendre des jeunes et les envoyer de l'armée. C'est-à-dire qu'on peut, nous n'avons pas besoin d'aller dans les prisons, on peut faire mieux que ça. Une mobilisation générale avec un contrat à durée déterminée et des avantages liés à cela.
Deuxièmement, augmenter ou améliorer la logistique de l'armée. C'est très important. Un solde qui varie entre 1000 et 2000 dollars par mobilisé. Et s'il y a un mobilisé qui tombe sur les champs d'honneur, qu'on puisse donner les indemnités à sa famille équivalent à peu près 50 000 dollars ou plus. Nous sommes aujourd'hui plus de 105 millions d'habitants et dont 60% jeunes. C'est-à-dire qu'il y a moyen aujourd'hui de mobiliser ou de recruter entre 300 000 à 1 million de jeunes qui devront être formés, équipés. Troisièmement, suspendre les parlements pour une durée de 3 ans. Alors, c'est là, vous avez été clair dans votre allocution, vous avez tellement été brillant aussi, il faut le dire, dans vos propos, dans votre manière de réfléchir, dans votre raisonnement. Dr Baba, nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui, à ce jour tellement spécial, comme je viens de le dire, de vous recevoir sur notre plateau, sur les antennes de Béni Lipache, et surtout à travers cette émission Question d'actualité. Et effectivement, c'est une question d'actualité. Vous le savez bien, chers téléspectateurs, je l'ai dit et je le redis, la question de la sécurité est une question qui nous regarde tous et nous pouvons d'une manière ou d'une autre, bien évidemment, donner des solutions à travers des réflexions comme celle que venait de donner le docteur Baba, étant qu'analyste politique indépendant. C'est moi qui vous remercie. Je crois que, comme jeunes, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Vous voyez, mais on peut faire, je pourrais dire, on peut faire mieux. On donne aujourd'hui l'impression que pour servir sa nation, il faut forcément venir d'une famille, des politiciens ou des nantis. Et non. Chacun, et je suis sûr dans les fins fonds de coins et recoins, il y a ceux qui sont vraiment passionnés pour ces pays et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice parce qu'ils veulent que les pays décollent plutôt qu'eux-mêmes décollent. En de ce moment, Luc, je tiens la présentation de cette émission avec abnégation. Derrière la caméra, Joël Bibouya. À la très prochaine occasion. Portez-vous bien. Au revoir.